Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine Écran vert. Ferme des conseils en développement organisationnel et en développement durable international, BFK International accompagne les pays, les institutions dans leur croissance durable. Nous allons parler de ces thématiques avec Madame Binata que nous recevons dans quelques instants. Le portrait. Benita Ba est diplômée de l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève et des HEC Montréal. Elle est gestionnaire de projets de développement durable, experte en recherche des financements et gestion des grands bailleurs de fonds. Elle cumule 20 années d'expérience de travail en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique latine, et en Europe, notamment en Suisse, où elle a travaillé sur plusieurs projets d'envergure et collaboré avec plusieurs grands bailleurs de fonds publics, privés et organismes des Nations Unies. Ces 10 dernières années, Benita Ba est basée à Montréal où elle travaille principalement avec les compagnies minières canadiennes sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle a travaillé sur plusieurs cas de projets miniers très complexes au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, sur les questions d'encadrement de l'exploitation des ressources naturelles, minières et gazières. Elle a travaillé sur plusieurs cas de projets miniers très complexes au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine sur les questions d'encadrement de l'exploitation des ressources naturelles, minières, gazinières, ainsi la conformité aux normes environnementales et sociales. Madame Binata, bienvenue sur ce plateau Écran vert. Merci Madame Bibiche, merci de l'invitation. Alors j'ai parlé de la firme BFK International. Est-ce qu'il y a des informations supplémentaires à donner? Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à notre firme qui est une société canadienne avec des experts canadiens qui travaillent d'arrache-pied pour promouvoir le développement durable. Donc BFK International, comme vous venez de l'expliquer, accompagne les pays, les structures de la société civile et tous les acteurs du développement durable à améliorer leurs pratiques en matière de développement durable et à se perfectionner. Donc, nous avons plusieurs offres de services qui incluent la formation, le renforcement des capacités des acteurs, l'accompagnement personnalisé des structures et nous avons aussi un volet études. Donc, nous conduisons des études d'impact environnemental, des évaluations environnementales. Nous faisons également des audits environnementaux. Donc, nous avons vraiment tout un portefeuille d'offres de services. Et aussi, il faut noter que BFK International a aussi un forum qui constitue une plateforme où les acteurs du développement durable peuvent se réunir, échanger, dialoguer, mais surtout aussi créer un espace qui est favorable à la création de partenariats et à la création d'opportunités d'affaires. Et vous travaillez dans plus ou moins combien de pays à travers le monde? BFK International, à l'origine, travaille premièrement au Québec. Ensuite, en Amérique latine, nous intervenons dans 4 pays d'Amérique du Sud, Honduras, Guatemala, El Salvador et le Brésil. Et nous travaillons également en Afrique de l'Ouest, dans quelques pays d'Afrique francophone de l'Ouest. Et c'est un honneur pour BFK International de commencer à inclure l'Afrique centrale en tout cas dans ses activités. Et en commençant par le Congo, qui est le premier pays d'Afrique centrale où nous intervenons depuis l'année dernière. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'Afrique centrale? Parce que l'Afrique centrale est une région qui est très stratégique quand on parle de développement durable. C'est justement en Afrique centrale où on a la forêt du bassin du Congo, qui est un des poumons importants de la planète. Donc en Afrique centrale, il y a des enjeux très cruciaux de développement durable, de protection de la biodiversité. Donc ce qui nous a permis justement avec des partenaires locaux d'ici de travailler en partenariat pour accompagner les acteurs du milieu à mieux faire face à ces enjeux de développement durable.
Et parlant de l'Afrique centrale, vous avez commencé par la République démocratique du Congo, Kinshasa, puis Goma. Pourquoi Goma? Pourquoi pas une autre province forestière, par exemple la Chopo ou Yakisangani comme chef-lieu? Ça, c'est une excellente question. Nous ne nous fixons pas de limites concernant les régions de la RDC où nous pouvons intervenir. C'est juste que, comme je disais au début, nous venons de faire notre entrée dans le pays. Il fallait une porte d'entrée, donc nous avons commencé par Kinshasa, mais définitivement, nous n'allons pas nous limiter à Kinshasa. Après Kinshasa, notre activité en décembre, une formation fort impactante que nous avons organisée en décembre 2020. C'est là que nos partenaires ont jugé très utile de répliquer cette formation à Goma, qui est aussi une place très stratégique et très importante concernant la biodiversité. Et c'est justement pour cette raison que on a été à Goma, pour nous rapprocher davantage du milieu, nous rapprocher des acteurs. Donc nous venons juste de terminer la formation sur l'évaluation environnementale et sociale des projets de conservation à Goma. Après cela, bon, ça fait boule de neige parce que nous, on a de l'expertise, on a envie d'appuyer les acteurs aussi en font la demande. Donc voilà, nous avons des perspectives d'action très intéressantes. Après Goma, nous allons certainement être à Lubumbashi très prochainement et pourquoi pas dans d'autres régions de la RDC. Et ce sont des formations qui prennent plus ou moins combien de temps? Ces formations sont gratuites, il faut payer quelque chose, les profils aussi, les apprenants édités par quoi? J'anticipe moyennant les budgets qu'elles ont mis sur place. Les participants ont des profils très variés, mais qui globalement sont tous dans le secteur du développement durable. Ils peuvent venir de différents secteurs, l'exploitation minière, la conservation de la biodiversité, l'accompagnement, le suivi de la mise en œuvre des projets sur le terrain. Et c'est souvent les personnes qui participent à nos formations sont soutenues par leur structure et leurs bailleurs de fonds, ce qui est très intéressant parce que ça permet quand même de leur offrir le soutien nécessaire pour renforcer leurs capacités. Et c'est le temps aussi d'expliquer que le renforcement des capacités, c'est vraiment le point le plus important. Parce que le développement durable n'est pas statique, Ça bouge, ça s'adapte. Vous voyez, on est en période de Covid où les enjeux de développement ont pris une autre forme. Donc, c'est d'autant plus important que les acteurs doivent continuellement se mettre à jour au niveau de l'expertise et des connaissances, au niveau aussi de la pratique, afin d'augmenter la performance en matière environnementale. Éco-découverte. Les forêts des tourbières, une découverte du siècle considérée comme étant un catalyseur dans la lutte contre le changement climatique. Ces forêts, qui poussent sur les zones marécageuses, sont caractérisées par l'accumulation progressive de la tourbe. Entendez ici un sol constitué d'une forte teneur en matière organique très importante pour la séquestration de carbone et constitue un habitat excellent, aussi riche pour la diversité de la faune étiologique. Fragiles et particulières, ces zones humides couvrent 3 à 5% des sols émergés avec une forte densité constituant le premier stock carbone. En Afrique, située dans la cuvette centrale à cheval entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, la RDC regorge le 2/3 de cette végétation qui s'étend sur une superficie de 145 500 km capable d'absorber 300 milliards de tonnes de CO2 équivalent d'une absorption de 3 ans de pollution émise dans le monde entier. Âgées de 11 000 ans, ces forêts des tourbières viennent de bénéficier de la toute première expédition en République démocratique du Congo après le Congo-Brazzaville. Initiée par Greenpeace en marge de la tournée de 4 semaines sur les côtes d'Afrique centrale autour du thème « Donner la chance aux forêts du bassin du Congo ». Les tourbières du bassin du Congo ont une importance particulière qu'ils regorgent une quantité importante, inimaginable de carbone que toutes les tourbières actuellement étudiées au monde. Et ils ont une particularité qu'on a des quantités énormes de carbone que l'on ne savait pas.
ce qui donne une importance, une plus-value à ces habitats, à ce type de végétation. Cette expédition a eu lieu à Yokolama, un village situé à près de 45 km de Mbandaka dans le territoire de Bikoro au secteur de Mpenzele, dans la province de l'Équateur. Une première phase de recherche menée par des scientifiques et chercheurs en forêt tropicale venus de l'Angleterre et de la République démocratique du Congo, dont les résultats ont confirmé la présence de ces écosystèmes tourbieux en RDC. Ces derniers martèlent sur leur importance. Non, d'abord nos prédictions, nous sommes partis d'une prédiction de l'existence des tourbières dans la cuvette centrale. On a commencé au Congo-Brazza, on a prouvé qu'il y avait des tourbières, mais c'était sur base d'une carte des images satellitaires. Et on a localisé la zone, les 2/3 de cette zone en République démocratique du Congo. Ce qui était maintenant, c'est de venir vérifier certains points sur terrain si réellement il y a existence de tourbières. La bonne nouvelle est que réellement nous avons des tourbières. Et en les explorant maintenant, ça nous donne aussi une surprise que par rapport à la distance, par rapport à la terre ferme, donc la bordure et la profondeur qu'on pouvait espérer, ça dépasse un peu les mesures ordinaires. Plus la tourbe est profonde, plus la séquestration carbone est importante. Déjà, pour cette première phase, les résultats font état d'une tourbe de 3,5 m à près de 200 mètres seulement de la bordure de la terre ferme. Une triple profondeur comparée à celle du Congo-Brazzaville. Lors de la turbe reste éloquent et confiant. Les segments d'échantillonnage en illustrent. Alors, on parlait de la formation. Est-ce qu'on peut savoir déjà c'est que cette formation produit, l'impact de cette formation? Est-ce que vous arrivez à l'évaluer? Oui, effectivement, parce que nous avons un mécanisme d'évaluation que nous mettons sur place pour évaluer le niveau des apprenants, donc avant la formation et après la formation. Et tout de suite, nous pouvons voir vraiment les acquis que les apprenants ont tirés de cette session. Et les apprenants aussi, la plupart du temps, nous expriment vraiment de façon très claire et concrète toutes les connaissances qu'ils ont tirées de cette session, des connaissances pratiques. Oui, mais s'il faut parler de cette évaluation à long terme, qu'est-ce qu'elle donne après une année, après 1 année et demie, son impact c'est quoi? L'impact c'est au niveau de la pratique au quotidien, de leurs fonctions et de leurs responsabilités. La plupart nous disent que grâce à la formation, ils comprennent mieux les concepts, les politiques et la pratique même environnementale, et que sur le terrain, dans leur travail au quotidien, ils arrivent à être beaucoup plus performants à propos de leurs interventions, et aussi à être beaucoup plus confiants par rapport même à tous leurs interlocuteurs, par rapport à tous leurs partenaires. Ils peuvent faire des suggestions parce qu'ils ont acquis des connaissances, ils peuvent améliorer la façon de faire aussi. Il y a plusieurs même qui nous ont dit récemment qu'ils ne vont plus se gêner pour faire vraiment des suggestions à même leurs bailleurs de fonds pour améliorer même les processus et les façons de faire. Mais est-ce qu'on peut savoir d'où était partie cette idée de miser plus sur la formation? Qu'est-ce qui a dicté votre intérêt de vous focaliser plus sur la formation? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, à la base, quand BFK International a été mis sur pied, l'idée de base de BFK International, c'était de créer un partenariat avec l'Afrique et de transférer les connaissances et l'expertise canadienne en Afrique dans une dynamique de partage et de partage d'expérience, de partage d'expertise et de connaissances mutuelles. Donc c'est vraiment ça la base de créer BFK International, parce que nous, les membres fondateurs de BFK International, sommes originaires de l'Afrique,
avons une expérience et une expertise d'abord en Afrique. Nous avons eu l'occasion et la chance de travailler en Occident, en Europe, en Amérique du Nord et riches de toutes ces connaissances, de toutes ces expertises diversifiées et avec vraiment tous nos parcours à travers le monde, nous avons jugé important de pouvoir valoriser tout cela dans le cadre d'une structure qui porte le nom de BFK International et qui a pour objectif de soutenir en tout cas tous les acteurs du développement, notamment ceux sur le continent africain, justement comme je disais, dans une perspective de transfert de connaissances et d'expertise. Donc c'est ça. Et la formation, parce que c'est vraiment un élément central, essentiel. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'environnement, ça prend de l'expertise, ça prend des connaissances et c'est aussi... vous savez, le développement durable avec toutes ses composantes, c'est pas très ancien, hein? C'est assez récent, c'est nouveau. Par exemple, notre formation sur l'évaluation environnementale, les normes de la Banque mondiale sont assez nouvelles. Donc, on les appelle les NES, les normes environnementales et sociales, qui sont au nombre de 10, je crois, sont assez nouvelles et sont imposées aussi comme cadre réglementaire dans l'octroi des financements par la Banque mondiale. Il y a les normes de sauvegarde environnementale de la Banque africaine de développement qui sont aussi un cadre réglementaire qu'il faut connaître pour bénéficier de ces financements-là. Et il y a aussi les cadres réglementaires de tous les pays, ce qui fait qu'on est vraiment dans un domaine assez récent, assez nouveau, qui est en constante mutation, en constant changement, qui a besoin également d'être renforcé, d'aller plus loin. Et les êtres humains, les acteurs, les professionnels qui travaillent dans le secteur de l'environnement, ils ont les connaissances qu'il faut, ils ont ce qu'il faut pour faire bien leur travail, mais il est très important de renforcer leurs capacités. Pour eux, c'est important de se former, de se mettre à niveau, de se mettre à jour par rapport à toutes ces lois, toutes ces réglementations, toutes ces nouvelles pratiques qui encadrent le secteur. Donc, pour nous, c'est fondamental. Et parlant de cette formation, est-ce que les tableaux sont les mêmes partout ou les tableaux diffèrent par rapport au contexte? C'est toujours adapté au contexte parce qu'en matière d'environnement, chaque pays, chaque région a ses réalités, a ses spécificités, a aussi ses besoins. Les acteurs n'ont pas les mêmes besoins parce que l'environnement, c'est vaste, ils ne sont pas nécessairement dans les mêmes secteurs. Par exemple, quelqu'un qui est dans la conservation des forêts n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui est dans le secteur de l'énergie renouvelable, par exemple. Donc, nous... les services que nous offrons en matière de renforcement des capacités et en matière d'accompagnement sont toujours formulés sur mesure pour mieux répondre aux besoins des participants. Alors, s'il faut comparer les tableaux quinois et les tableaux gomatraciens, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on est quand même dans le même pays, la RDC, mais qui est un immense pays et chaque région également a ses spécificités. Ici, à Kinshasa, on avait une formation qui ciblait l'évaluation environnementale et sociale des projets de façon générale, alors qu'à Goma, nous avons mis l'accent sur la conservation. Donc, c'est l'évaluation des projets de conservation parce qu'à Goma, on est dans une région avec beaucoup d'espaces verts, des forêts, des réserves naturelles et beaucoup de projets également de conservation. Merci. On va prendre l'éco-créativité qui nous permet tous de faire la promotion des initiatives vertes. Éco-créativité. Dans beaucoup de nos provinces, on a affaire à des chasseurs d'abeilles. Or, notre souci, on voulait quitter cette étape-là. Au lieu d'avoir des chasseurs d'abeilles, on veut avoir des éleveurs d'abeilles. Parce qu'un chasseur d'abeilles tue les abeilles. Un éleveur d'abeilles, il protège et il les multiplie. Et nous savons le rôle de l'abeille dans notre environnement. S'il y a pollinisation, parmi les insectes qui arrivent à faire un grand travail, ce sont les abeilles. Enquêter nos produits du miel.
Ça c'est du kambala, c'est du bon bois. Au lieu de le faire avec les bois de coffrage. Pour dire qu'on cherche à faire quelque chose où on sait ça peut tenir pendant plus de 10 ans. On a juste la caisse qui a 80 cm de long pour que ça puisse rester très longtemps. Nous avons des barrettes où la ligne ici, ça sert à mettre des, si on veut, les barres de cire. Les barres de cire, c'est juste pour permettre à ce que quand les abeilles vont construire leurs rayons, au lieu de les construire en désordre, étant donné les barres de cire là, ça va leur faciliter la construction pour que ça soit bien aligné. Et puis, il y a ça, il y a la caisse, il y a l'ouverture ici, qui est une entrée pour les abeilles. Et puis là, on a des méthodes. Il y a les méthodes où on arrive à les capturer. Et puis l'autre méthode, c'est on met les charmes d'abeilles. Les charmes d'abeilles, on fait comment? Tu as ta ruche, tu vas appliquer de la cire. Si on n'a pas la cire, tu peux prendre de la citronnelle. Tu le fais chauffer et puis tu fais appliquer à l'intérieur. Ou carrément tu appliques du miel. Ça, normalement, quand vous les mettez dans un environnement où il y a des abeilles, il y a possibilité que les abeilles viennent entrer d'eux-mêmes. Alors, je reviens quand même sur la formation de Goma. Elle vous a pris plus ou moins combien de jours? Et lorsque vous dites qu'il fallait mettre l'accent sur la conservation, pensez-vous que le temps imparti pour cette formation a suffi pour transmettre la matière qu'il fallait et permettre aux apprenants de conserver les acquis? La formation a duré 4 jours à Goma. C'était largement suffisant pour délivrer la matière et puis aussi c'est le temps de spécifier que c'était une formation axée sur la pratique. Donc parce que on est dans l'enseignement des adultes et on est aussi dans le secteur de l'environnement où on a besoin d'habiletés très fonctionnelles. Donc c'était axé sur la pratique. Donc 4 jours de formation, c'était très correct. Nous avons pu passer à travers toute la matière même si elle est colossale. Et nous avons pu faire aussi des exercices pratiques. Nous avons aussi, pendant la 4e journée de formation, la clôture, faire une visite de site sur le terrain pour permettre aux acteurs du développement d'être en contexte très pratique et concret sur le terrain au niveau d'un parc naturel. La prochaine province de la République démocratique du Congo qui retient votre attention, c'est laquelle? Ça va être à Lubumbashi, très certainement. Ça, c'est presque sûr. Lubumbashi, parce que nous avons nos partenaires de la RDC nous invitent. Nous, on répond sur invitation. Hein. Oui. On est là et puis ce que nous livrons est intéressant, intéresse les acteurs. Ça apporte de la valeur dans leur pratique au quotidien. Donc, ils nous ont invités à aller à Lubumbashi parce que là-bas, il y a d'autres problématiques qui sont en lien avec l'exploitation minière et ses impacts sur l'environnement, la biodiversité, les communautés locales. Donc voilà, la prochaine destination, ce sera Lubumbashi. Ce sera Lubumbashi et nous pensons qu'il y aura quand même beaucoup de travail à faire parce que jusqu'ici, l'exploitation minière n'arrive toujours pas à profiter aux communautés. C'est un sérieux problème. Je pense que je suis d'accord avec vous. L'exploitation minière, c'est l'exploitation des ressources de la terre. Donc, les êtres humains doivent profiter des ressources de la terre, se nourrir de la terre, mais en même temps prendre soin de la terre et de toutes ses composantes. Je veux citer ici tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est milieu humain, milieu naturel. Donc, oui, nous avons vraiment une approche très holistique quant à l'exploitation minière. Nous pouvons appuyer les acteurs à mieux, en tout cas, encadrer l'activité minière de façon à ce que ça profite à 2 objectifs majeurs. Les objectifs de développement économique et les objectifs de développement durable. Parce que c'est ça l'essence même vraiment du concept de développement durable. Alors, BFK International produit des études. Et en 2 ans d'expérience, combien d'études avez-vous déjà produit sur l'évaluation sociale environnementale?
Je vais peut-être, je pense que j'ai cru entendre 2 ans d'expérience. Non, ça fait 7 ans qu'on existe. Ça fait 7 ans qu'on existe sur le terrain. On a fait des évaluations environnementales en Amérique latine. On en a fait certains. On en a fait avec d'autres partenaires techniques en Amérique latine. Ici en Afrique, on est sur des projets aussi en Afrique de l'Ouest. Alors, il est vrai que vous parlez de développement durable. Nous savons que chaque pays a ses spécificités. S'il faudra nous partager aussi votre présence dans l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que ça avait donné? Sur quoi est-ce que vous avez plus travaillé? C'était quoi les tableaux que vous pouvez nous dresser? Les réalités sont assez différentes entre l'Afrique de l'Ouest et sûrement en matière de problématiques majeures, je veux dire. Ici, on est plus vraiment dans les problématiques de forêt, qui sont très très importantes. En Afrique de l'Ouest, on est dans l'entrepreneuriat vert, les emplois verts, on est dans la formation au niveau de l'entrepreneuriat et nous avons aussi déroulé un forum, comme j'expliquais d'entrée de jeu, le forum FITSED qu'on a organisé en premier lieu en Afrique de l'Ouest. Et pour l'instant, quel est le pays qui s'offre le mieux? Qui s'offre le mieux, donc, qui se présente Je pense que tous les pays se valent, hein? Tous les pays sont vraiment sur la voie du développement durable. Tous les pays ont des stratégies nationales de développement durable. Les pays manifestent une grande volonté de travailler sur le développement durable, de réduire les gaz à effet de serre. C'est le temps aussi de noter que les pays sont signataires des accords de Paris. Suite à la COP 21 à Paris. Donc, ils sont signataires des accords de Paris. Ils sont soumis vraiment de respecter les accords de Paris, de respecter leurs engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et ils traduisent aussi ces accords de Paris, ils les traduisent en stratégie nationale. Toutes ces stratégies sont en cours. C'est vrai qu'il y a énormément d'enjeux à ce niveau-là, des enjeux de capacitation, des enjeux financiers. Et c'est aussi le moment d'expliquer que BFK International également intervient beaucoup et appuie les pays en matière de recherche de financement, surtout pour être en mesure de capter les fonds verts climat. On intervient aussi au niveau de la finance carbone parce que les défis sont tellement grands que ça prend vraiment du financement et on en est conscient. Donc, ça fait partie de nos portefeuilles de services. Alors, à vous entendre parler, tout marche bien. Vous, à votre niveau, vous n'avez pas de difficultés? En fait, ce que j'étais en train de dire, c'est pas que vraiment nécessairement tout marche bien, mais nous, on aime souligner les efforts que les gens y font. Parce que dans le développement durable, c'est un long chemin qui n'a pas de fin. Le monde doit se mettre dans une perspective de développement durable de façon indéterminée. Et parce qu'il y a les suivis à faire, le réchauffement climatique n'attend pas, s'accélère, il y a des actions à poser, il faut les évaluer par la suite, il faut en faire beaucoup plus. Donc moi je pense que c'est un secteur où il faut vraiment encourager nos petits pas qui deviendront de grands pas. Nous, c'est la stratégie de BFK International, c'est d'encourager les gouvernements, les États, la société civile, tous les acteurs de développement durable, qu'ils sont en train de faire un bon travail, qu'ils doivent accélérer le pas, mais que le travail qu'ils font est un travail remarquable et contribue à donner des résultats. C'est vrai que des fois, on se dit que oui, c'est peu de résultats, mais c'est quand même des résultats. Et c'est les petits pas qui deviendront les grands pas. Il ne faut juste pas s'arrêter de travailler. Il faut commencer à quelque part. Il ne faut jamais s'arrêter aussi. Très bien. Alors, on va prendre Concept Vert. C'est notre encouragement qui nous permet de nous familiariser avec le concept de développement durable, le concept écologique. Et puis voilà. Concept Vert. Exploitation par permis d'exploitation. Autorisation d'exploiter ou de récolter des quantités bien définies des produits forestiers dans une zone donnée. Ces produits peuvent être de produits spéciaux, du bois d'œuvre dont le volume ne saurait dépasser les 500 mètres cubes. Alors, jusqu'ici, c'est plus ou moins combien de personnes, combien d'institutions vous avez eu à former à travers le monde? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Comme ça, je ne peux pas les compter, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, quelques dizaines. Ouais, On peut comprendre qu'avec le contexte Covid, ça a quand même
diminué aussi, c'était quand même difficile parce que c'était aussi un contexte particulier. Il fallait s'adapter avec des stratégies qui pouvaient nous aider à atteindre des résultats. Nous, ce qu'on a fait, c'est s'adapter. Il faut s'adapter quel que soit le contexte. Donc, nous avons mis en place une stratégie hybride. Donc un modèle hybride d'activité, c'est-à-dire des sessions et des ateliers en présentiel, mais beaucoup également en ligne. Donc on a beaucoup travaillé en ligne cette année et puis ça a donné ses fruits aussi. Nous avons senti que les acteurs du développement durable sont très ouverts, très enclins à participer à des sessions de renforcement des capacités. Alors, il est vrai que vous parlez d'une méthode hybride, mais est-ce que lorsqu'on regarde le présentiel, s'il faut le comparer au virtuel, ça a le même impact? Qu'est-ce qui est plus recommandé selon vous, partant de votre expérience? En développement durable, il me semble que le présentiel est important, le contact humain, surtout pour les exercices pratiques et pour en tout cas la supervision des équipes, pour des fois la descente sur le terrain, pour l'étude de cas concrets, c'est l'idéal. Mais dans un contexte comme le Covid, vous conviendrez avec moi qu'on n'a pas tellement le choix. Le monde entier s'est mis en mode virtuel, donc on s'est adapté en mode virtuel. Et il est vrai que c'est le présentiel qui est plus souhaitable, au fait, dans ce contexte de développement durable. Mais est-ce que vous songez également à réunir, par exemple, toutes ces personnes que vous arrivez à former l'an dans un événement annuel? Comment ça se passe et les choix de ces différents pays? Ah, ça c'est une excellente question et c'est le lieu vraiment de vous présenter le forum FITCED. C'est le forum des innovations technologiques pour la transition énergétique, la sauvegarde environnementale et le développement durable. Donc le forum FITCED a été créé par BFK International justement dans cette perspective de réunir en tout cas nos partenaires institutionnels, nos partenaires de la société civile, nos partenaires du secteur public dans un même espace où ils peuvent dialoguer, échanger, créer des espaces favorables vraiment à des partenariats stratégiques et à des opportunités d'affaires aussi. Donc, quand nous avons créé le forum FITCED, nous avons organisé la première édition à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'était une très belle réussite. Nous avions réuni environ 500 personnes avec le secteur privé aussi, qui constitue un acteur important du développement durable. Nous avions la présence de multinationales qui ont profité de notre espace d'exposition. Nous avons eu un prix que nous avons décerné à l'entreprise la plus innovante dans le secteur de l'environnement. Ça s'appelle le trophée FITCED. Et nous avions également des institutions financières qui étaient présentes et les conférences, les panels étaient d'un très grand intérêt et étaient grandement suivis. Et déjà pour le prochain rendez-vous, vous comptez réunir plus ou moins combien de participants? Là, on sort du Covid où la deuxième édition du FITCED qui était prévue au Sénégal n'avait pas pu se tenir. Donc, en 2022, le FITCED va se tenir à Montréal, au Canada. Donc, nous invitons tous les acteurs du développement durable en RDC à venir participer, à venir échanger, profiter de cette grande plateforme internationale. Nous comptons recevoir 1000 personnes. Nous avons déjà commencé à travailler sur ce projet-là et nous comptons vraiment sur l'ensemble des acteurs de la RDC. Et le rendez-vous pourra durer combien de jours? Le forum FITCED est conçu pour durer 3 jours. 3 jours où nous avons des panels, des intervenants de très haute facture qui viennent de divers milieux, de l'énergie, le secteur de l'énergie, le secteur des mines, selon la thématique choisie. Pour 2022, la thématique sera en lien avec le Covid-19 et le développement durable. Donc la frontière entre
les êtres humains et le milieu naturel. Parce que là, vous conviendrez avec moi que tout le monde est en train de spéculer que nous avons eu le Covid à cause de l'exploitation et de la commercialisation, consommation de viande d'animaux sauvages, de viande de brousse. Et puis, à y voir beaucoup plus clair, en faisant des analyses, on réalise qu'aujourd'hui, l'être humain a envahi ce secteur et que peut-être qu'il y a lieu de questionner nos modes de consommation, nos façons vraiment de traiter toutes nos ressources, l'ensemble de nos ressources. Et ce sera une thématique intéressante. Alors, Madame Binata, avant de prendre la dernière rubrique de notre entretien, donc de notre émission, dénommée Mon idée pour la planète, vous pensez qu'il y a un aspect des choses qu'on devait aborder durant notre entretien, que nous avons omis par mégarde, qui nécessite d'être vulgarisé à travers cette émission ou partagé? Je pense qu'on a fait le tour. Mon idée pour la planète à moi, ici en RDC, serait en rapport avec la forêt. Donc, la forêt de la RDC est une forêt continentale, d'intérêt continental. Donc, elle est importante pour la RDC, mais aussi pour l'ensemble des pays d'Afrique. Donc, moi, mon idée et mes aspirations personnelles, c'est de pouvoir vivre de cette forêt qui offre vraiment un potentiel de vie énorme, mais aussi protéger cette forêt qui est nécessaire à la vie. Merci beaucoup, Madame Binata. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. À chaque fois que l'occasion se présentera, Écran Vert est là pour vous accompagner. Ce sera un plaisir pour moi de vous revoir, de vous reparler. Je vous remercie infiniment pour cette invitation. Merci. Merci. Mon idée pour la planète.